Welcome to Energy Vista, a podcast on energy issues, personal and professional trajectories. I'm your host, Leslie Palti Guzman. It's May 28, 2025, and time for a new Energy Vista episode. Today I'm exchanging with Anne-Sophie Corbeau, a global research scholar at the Center of Global Energy Policy at Columbia University. She is energy, gas expert, and Sophie has more than 20 years of experience in the energy industry and is a world-famous, recognized expert on natural gas. And the continuation of this podcast will be in French. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Leslie, comment ça va? Merci de te joindre à moi. Je suis ravie qu'on fasse cet épisode et en français. C'est comme ça qu'on échange quand on se parle, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse autrement aujourd'hui. Et je t'avoue que toutes les deux, on garde un petit accent tenace quand on parle anglais, donc je pense que ce sera plus fluide de toute façon et plus agréable à nous écouter. Moi, ça fait 20 ans que j'habite aux États-Unis, 20 ans cette année d'ailleurs. Donc, je trouve ça toujours un peu plus dur pour moi, en fait, de parler énergie en anglais parce que tout le jargon de l'énergie se fait en anglais. Et puis, mes conversations en énergie sont en anglais. Mais c'est bien, ça me fait travailler mon cerveau. Exactement. Mais c'est pareil pour moi, hein, même si j'habite en France, finalement, parce qu'en fait, l'anglais, c'est ma deuxième langue étrangère. Ma première langue étrangère, c'est l'allemand, et ma langue maternelle, naturellement, c'est le français. Ouais. Donc, en fait, je suis venue relativement tard, et la plupart de mon vocabulaire technique, étant donné que j'ai étudié en Allemagne, c'était l'allemand. Donc, quand j'ai commencé à travailler, en fait, en anglais, c'était assez compliqué. Ouais. Et mais t'es d'accord que, enfin, tu vois, quand on dit spot cargoes, enfin, il y a beaucoup de vocabulaire en fait qui se traduit pas très bien en français et de façon, enfin, c'est souvent plus facile d'utiliser l'anglais. Oui, on fait du franglish, Ouais, exactement. toujours. Donc voilà, ce n'est pas pour montrer que je parle bien anglais, c'est juste parce que c'est parfois c'est ce qui vient plus vite à l'esprit. Exactement. Donc tu reviens de Chine, tu étais à une grande conférence. Quelles sont tes impressions? On parle beaucoup du marché chinois en ce moment, d'un ralentissement, surtout par rapport possible au gaz, parce que la Chine a de plus en plus d'énergie non thermique pour produire l'électricité nucléaire, solaire, éolien. Et en même temps, ils gardent le charbon et ils produisent de plus en plus de charbon. Alors, quelle perspective tu vois sur la place qui restera pour le gaz dans les prochaines années dans ce mix? En même temps, l'année dernière, la Chine a importé 80 millions de tonnes à peu près de GNL. C'était un record pour le pays. 8% de plus que l'an dernier. Donc, des sources d'optimisme, des sources de pessimisme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis toujours un petit peu une voix dissonante dans l'industrie. C'est pour ça que les gens aiment en fait se positionner par rapport à moi. Alors effectivement, la conférence mondiale du gaz la semaine dernière en Chine, à Pékin, bon, sans aucune surprise, les messages étaient relativement optimistes quant à la place du gaz et la trajectoire de la demande du gaz en Chine. C'est assez intéressant parce qu'il faut reconnaître aussi que les importations de gaz naturel liquéfié cette année sont en chute libre. On n'a pas encore les chiffres finaux pour mai, mais je pense que ça va suivre la même trajectoire que les mois précédents, c'est-à-dire grosso modo, on va avoir moins 20% par rapport à l'année dernière. Donc, on a vraiment des importations de GNL qui sont assez faibles cette année. Et ça fait penser effectivement que la demande future de gaz en Chine et notamment les importations de GNL ne sont peut-être pas sur une trajectoire aussi linéaire qu'un certain nombre de personnes aimeraient le penser. Alors, il y a vraiment trois secteurs qui sont totalement différents en Chine et je pense que c'est vraiment important de faire cette différence. On a d'une part le secteur résidentiel et sur la période, je dirais, de la fin des années 2010, on a eu en fait des initiatives du gouvernement pour passer du reste du charbon vers le gaz et l'électricité et ça a naturellement déclenché une croissance assez importante de la demande de gaz dans le secteur résidentiel et tertiaire. D'ailleurs, on voit que c'est un secteur très important et on a de fortes fluctuations de cette demande entre la période hivernale et la période de l'été. Donc Oui, ça, cette c'est un secteur. initiative, ça faisait partie du ciel bleu, un peu nettoyer le ciel et
faire moins Oui, de charbon? ça venait effectivement un petit peu dans cet après, parce qu'effectivement, il y avait eu un reportage, je sais pas si beaucoup de gens l'avaient vu, en 2015, qui avait vraiment interpellé, ça avait été fait par une journaliste chinoise, et en fait, elle s'était rendue compte que on voyait pratiquement jamais le ciel. Et donc, après cela, il y a eu effectivement cette poussée pour essayer de passer du gaz, enfin du charbon vers le gaz, à la fois dans le secteur résidentiel et aussi dans le secteur de l'industrie. Et ça a été fait. Et ça a été en fait un véritable moteur de croissance pour ces deux secteurs et pour la demande de gaz dans ces deux secteurs. Là où je pense qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes et en fait où je vois le plus de différence entre les différentes prévisions, entre ceux qui sont bullish et bearish en fait sur la demande de gaz en Chine, c'est le secteur de génération d'électricité. La part du gaz, elle est minuscule. C'est 3%, grosso modo. Mais le problème, c'est qu'on a un marché qui fait 10 000 TWh. La demande d'électricité en Chine, c'est 10 000 Et un TWh. marché qui va potentiellement peut-être grandir avec les voitures électriques, avec les centres de données et ce sera la Exactement. base pour donc Exactement. Et ce que, en fait, la plupart des gens semblent oublier, c'est qu'en fait, la Chine, en termes de taux d'électrification, est beaucoup plus avancée que la plupart des autres pays, même les pays développés comme l'Europe ou les États-Unis. D'ailleurs, on a publié juste hier avec une de mes collègues, Tatiana Mitrova, un petit article un petit peu provocateur sur pétrostate contre électrostate, et en particulier l'électrostate, c'est la Chine qui est en train donc d'électrifier son économie, mais qui le fait aussi sur la base d'énergies renouvelables. Ils ont déjà atteint leur objectif de 2030 en termes de déploiement des énergies renouvelables, 1200 gigawatts. Ils développent très très rapidement aussi l'énergie nucléaire. Donc cette électrification, elle se fait de plus en plus sur la base d'une énergie propre. Alors c'est vrai qu'il y a le charbon, on continue à construire du charbon, mais le gaz, c'est très très faible. Et en fait, le gaz a surtout un rôle d'ajustement par rapport aux énergies renouvelables et d'être là si, par exemple, on a une sécheresse, qui avait été le cas en 2021 et donc avait généré dans le sud du pays une demande accrue au niveau de la demande de gaz dans le secteur de génération d'électricité. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, on risque dans le futur d'avoir une demande de gaz naturel liquéfié qui risque d'être en fait très variable. Et en fonction des aléas climatiques et du développement des énergies renouvelables, bah, peut-être qu'une année, ça sera important et peut-être qu'une année, ça sera beaucoup moins important. Et cette année, ce qu'on voit sur le début d'année, c'est quand même des chiffres assez dramatiques de moins 20%. Moins 20% et sur d'ailleurs pratiquement les 5 premiers mois. ça se traduit dans les récents discours de chefs de boîtes d'énergie qui, à l'époque, enfin il y a pas très longtemps, l'Eldorado c'était la Chine, le marché chinois, on allait envahir le marché chinois du GNL et plus récemment c'est les centres de données. Et enfin j'ai l'impression que c'est on passe d'un Eldorado à un autre en termes de où est-ce qu'on va, quel débouché on va trouver pour toute la nouvelle production de GNL qui va arriver sur le marché dans les prochaines années, à partir de l'année prochaine. Exactement. Exactement. D'où l'intérêt de regarder, bah, pas seulement vers la Chine, mais de regarder aussi vers d'autres pays en voie de développement, notamment l'Inde, notamment les pays d'Asie du Sud-Est. Mais là, l'équation, elle est totalement différente. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des importations de gaz naturel liquéfié qui soient à un coût abordable, parce qu'on sait très bien que l'Inde, bah, elle n'est pas très intéressée par des prix à 10-12 $ par MMBTU. Les pays d'Asie du Sud-Est, c'est pareil. Et en fait, on a vraiment cette compétition entre le charbon à venir, mais aussi le charbon existant. Et le Mm. charbon existant, si les prix du gaz et du GNL sont trop élevés, on peut totalement oublier le fait que ce charbon existant va être déplacé par le gaz naturel liquéfié. C'est complètement inconcevable. Donc, Un autre, il va falloir prendre ça en compte. un autre point pour la Chine et pour le gaz, c'est que la Chine a le choix. Ils ont beaucoup de pipelines, d'importation d'Asie centrale, de la Russie. Ils ont le GNL de plusieurs pays. Et ils ont surtout une production domestique qui est souvent sous-estimée et qui continue d'augmenter. Totalement. Totalement. Et Absolument. donc ça, mis avec le reste, le fait qu'ils ont d'autres énergies, ça fait que le gaz a peut-être un rôle plus faible à jouer dans le futur. Alors, en tout cas, Oui, le les GNL. gens oublient. Les gens oublient. Et en fait, très souvent, tu sais, quand je fais des cours sur le gaz, je pose la question, en fait, est-ce que vous pensez que la Chine est parmi les 5 premiers producteurs mondiaux de gaz, les 10 premiers ou les 15 premiers? Et en général, j'ai souvent la réponse.
les gaz premiers. Bah non, la Chine est le quatrième producteur de gaz au monde. C'est plus important que la Norvège, c'est plus important que le Qatar. Ils sont juste derrière les États-Unis, la Russie et l'Iran. Et quand tu prends l'Afrique, le continent africain tout ensemble, c'est presque à la hauteur du Voilà. continent africain. Donc c'est énorme. Ouais. Énorme, absolument. Et il suffit qu'en fait le président Xi Jinping dise aux national oil companies bon vous produisez davantage cette année parce qu'on a des problèmes et en général ça réagit immédiatement. Et je pense qu'il y a un autre aspect qui n'est pas forcément très étudié ou dont on n'entend pas trop parler, c'est le biométhane. À mon avis, il y a aussi un potentiel au niveau de ce pays. Alors la NDRC avait dit, enfin donné comme objectif 20 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. Donc, je pense pas que ça sera atteint parce que de toute façon, ils sont pratiquement à des niveaux très très faibles. Mais si un jour les responsables chinois se disent finalement on a un potentiel, on va aller aussi vers le biométhane, ça veut dire que potentiellement il y a quelques trains de liquéfaction qui vont passer ailleurs, qui vont pas avoir de débouchés en Chine. Et ça, c'est important. Parce que vraiment, dans l'esprit des Chinois, il y a sécurité des approvisionnements et donc avoir notre gaz à nous, domestique, et essayer de ne pas être trop dépendant des importations et diversifier ces importations aussi. Ouais, tout à fait. Il y a toujours une dimension géopolitique là où traditionnellement la Chine n'a jamais voulu être plus dépendant de 10% de n'importe quel producteur étranger. Tout à fait. Et dont la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, Power of Siberia tout. Alors, on a déjà Power of Siberia 1. On a aussi le nouveau gazoduc qui va être construit, qui vient sur l'Est, là. Donc, les deux ensemble, ça va faire 50 milliards de mètres cubes. Déjà, bon, la demande de gaz actuelle, elle est autour de 430 milliards de mètres cubes. Bon, on va très certainement atteindre assez rapidement les 500, mais je doute qu'il y ait de l'appétit de la part des dirigeants chinois ou des compagnies chinoises pour signer pour un nouveau gazoduc qui ferait aussi 50 milliards de mètres cubes. Donc, ça voudrait dire la Chine aurait plus de 100 milliards de mètres cubes venant de la Russie. C'est compliqué cette dépendance quand même, hein. Surtout que si l'Europe, dont on va parler dans le reste de la conversation, se met à ne plus importer du gaz russe, beaucoup de ce gaz ira en Chine par le GNL, que ce soit Yamal ou Arctique, au moins pendant les mois d'été, voilà la route du Nord. Donc c'est le pipeline plus le GNL russe. Exactement, Ouais. exactement. Alors, pour autant que les nouveaux projets russes de GNL, donc Arctic LNG 2 dont tu as parlé, puissent véritablement démarrer, puisque pour le moment, ce projet, il est sous sanction. Le projet Yamal, lui, continue à fonctionner, mais on a en fait sur les 4 projets que la Russie a, qui fonctionnaient l'année dernière, on en a déjà 2, les petits projets qui sont plutôt vers l'Europe, Porto Vega et Vitsok, qui eux donc se sont arrêtés. Bon, c'est petit, hein, c'est 3 milliards de mètres cubes ensemble, mais ils se sont arrêtés en février. Donc on en a plus que 2 qui fonctionnent. On a Sakhalin, donc qui est complètement à l'est de la Russie, et Yamal qui est au nord-ouest. Ces deux-là continuent à fonctionner, mais c'est tout. Et donc le projet Arctic LNG 2, qui est alors techniquement opérationnel en ce qui s'agit le premier train et potentiellement le deuxième train, lui est à l'arrêt sous sanction. Apparemment, il y avait des rumeurs qui recommençaient plus ou moins à produire parce qu'il y avait du flaring qui se passait. À voir. À voir, je pense qu'en fait, on teste, tu vois. Je pense que Poutine est en train de mettre un orteil dans l'eau et voir est-ce que je peux redémarrer ou pas. Sauf que là, bah, le président Trump est totalement furieux contre lui parce qu'il n'a toujours pas sa paix en Ukraine et qu'il pense que bon, bah, les choses traînent un petit peu parce qu'il n'a pas eu la paix en 24 heures qu'il désirait. Et si j'étais Poutine, je serais quand même assez prudent hein, sur le redémarrage d'Arctic LNG 2. Oui, il y a pas vraiment de débouché pour ces cargos à l'heure actuelle. Et j'ai travaillé pour une boîte de geospatial intelligence et on peut voir exactement où sont les cargos, combien de temps ils restent sur place, est-ce qu'ils font des transactions illégales, du spoofing et tout le tralala. Donc il y a les yeux sur ces cargos. Exactement, exactement. Et c'est beaucoup plus facile de repérer un méthanier parce qu'il y en a quand même bien moins que des cargos pétroliers. Et donc, c'est assez facile de voir, ah tiens, bah celui-là, en fait, il a transporté sa cargaison sur un autre méthanier. Et c'est pour ça, en fait, que les 8 cargos qui ont été envoyés par Arctic LNG 2, finalement, ne sont jamais arrivés à quelque destination que ce soit. Exactement. Donc on est plutôt d'accord sur la Chine. Voyons si on est d'accord sur l'Europe. Euh, donc, la Commission européenne a réitéré sa vision d'une sortie totale du gaz russe d'ici 2027.
Est-ce que tu crois que c'est réaliste et à quel prix? Alors moi, quand j'ai vu le document, donc bon, je l'ai lu et je me suis dit, bah tout ça pour ça. En fait, bon, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on parle sérieusement de se débarrasser, alors non seulement du gaz par gazoduc russe, mais aussi du GNL russe, parce qu'en fait, depuis la crise, nos importations de GNL russe n'ont fait qu'augmenter. Oui, et alors Et la l'année seule dernière, chose, c'était quand même 19% des importations globales de gaz en Europe, juste après la Norvège. Et à peu près au même niveau que les États-Unis. Je crois que les États-Unis c'était 20% peut-être, et la Russie voilà, parce que 19%. tu comptes en fait à la fois le gaz par gazoduc et le GNL russe. Grosso modo, on était autour de 50 milliards de mètres cubes à la fois pour tout le gaz russe et pour le GNL américain. C'est tout à fait exact. Mais en fait, depuis début 2023, puis le moment où on avait dit à propos, vous savez, vous apportez de plus en plus de GNL russe, on a très bien entendu un certain nombre d'officiels de la Commission européenne et un certain nombre de ministres, notamment Madame Teresa Ribera, qui était à l'époque ministre espagnole en charge de l'énergie et de l'environnement, qui disait il faut absolument qu'on arrête les importations de GNL russe. Au final, il n'y a absolument rien qui s'est passé. On a eu des sanctions sur le transbordement qui d'ailleurs ont commencé à être mises en place, ou du moins à être effectives en mars de cette année. À mon avis, elles vont pas être particulièrement efficaces. La seule raison pour laquelle, en fait, le GNL russe vers l'Europe sera en fait moins important, je pense, que l'année dernière, c'est tout simplement que les deux projets que j'ai mentionnés se sont arrêtés. Donc, Et c'est des petits le projets. reste étant le même, oui, c'est tout petit, mais finalement, ça fera peut-être 2 milliards de mètres cubes en moins allant vers l'Europe, donc on va quand même diminuer un peu nos importations. Mais sinon, en fait, ce document manquait de la chose principale auquel je m'attendais, qui est comment est-ce que légalement on va convaincre les pays, notamment la Hongrie et la Slovaquie, qui sont toujours des importateurs de gaz par gazoduc russe, d'arrêter d'importer. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment en fait le dernier pilier qui va être résistant à cette directive européenne. Autant Et je peux il y a croire quand même, qu'on peut envoyer le GNL ailleurs, que le gaz par gazoduc, ça me pose davantage de problèmes. Alors je sais qu'ils veulent passer par ailleurs, qu'ils veulent passer par d'autres voies légales. les compagnies Légalement, je suis d'électricité, pas totalement sûre que ça va marcher. les compagnies d'électricité, Engie, même Eni et autres, ont quand même encore des contrats avec Gazprom qui n'ont pas été annulés. Qui n'ont pas été annulées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent. Alors, elles n'ont pas été annulées, mais bon, pour le moment, la plupart en fait des voies d'acheminement, que ce soit donc les Nord Stream, le gazoduc via la Bélarus, Yamal Europe et le transit via l'Ukraine. Bon, pour le moment, on n'a plus tous ces canaux. En fait, la seule route technique qu'on peut utiliser pour envoyer du gaz en Europe, c'est pour le moment Turk Stream. Donc Un gros blocus. disons que demain l'Europe trouve une façon technique, légale, de ne plus importer de gaz russe. On se retrouve sans gaz russe. Est-ce que l'Europe, l'industrie européenne s'écroule, s'effondre, ou bien il y a tellement de gaz qui arrivait sur le marché global que finalement l'Europe accepte de payer un peu plus cher parce que c'est le prix qu'il faut payer pour sa sécurité énergétique, accepte d'avaler la pilule et de ne plus du tout importer de gaz russe. C'est très intéressant ta question et je pense qu'en fait, l'important c'est qu'est-ce que demain? Parce que si tu regardes le plan actuel européen, avec lequel pour le coup je suis d'accord, ça va en fait par étapes. C'est-à-dire, on ne se débarrasse pas du gaz russe demain. On commence un petit peu avec tout ce qui est spot à la fin de cette année et ensuite, à la fin de 2027, là, on arrête tout. Alors, est-ce que ça va être possible de tout arrêter? Ça, c'est la question. Mais si on suppose que c'est faisable, ça veut dire que ça sera fin 2027. Ben, j'espère bien que fin 2027, une grande partie du GNL qui est actuellement en construction sera arrivée sur le marché, c'est-à-dire un certain nombre de projets américains. Bon, on a déjà Plaquemine, Corpus Christi, Stage Free qui sont déjà donc en train d'augmenter en termes de Golden Pass. capacité. On a Golden Pass. Il y a les Qataris, il y a le Canada, donc un certain nombre de projets devraient arriver sur le marché et j'espère bien que à terme, on aura réussi à rééquilibrer. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut vraiment qu'on remplace, ce sont 15 milliards de gaz par gazoduc qui arrivent via Turk Stream. Parce que le gaz de Yamal, il ne disparaîtrait pas du marché. Il irait juste ailleurs.
Mais ça va pas, en fait, créer un appel d'air supplémentaire. C'est-à-dire, on ne se débarrasse pas de un peu plus de 30 milliards de mètres cubes, à peu près 35 milliards de mètres cubes. On a vraiment besoin de trouver 15 milliards de mètres cubes. J'espère quand même que début 2028, il y aura suffisamment de gaz sur le marché pour qu'on puisse avoir ces 15 milliards de mètres cubes de gaz russe qui seront nécessaires. Et si le prix est volatile parce que des raisons géopolitiques, le Qatar qui est en retard ou pour quelle que soit la raison, est-ce que tu penses que qu'est-ce qui se passe en Europe? Il y a un débat interne. Bah, finalement, c'était peut-être pas une bonne décision de se séparer du gaz russe. Économiquement, ça vaut pas le coup. Il y a les partis d'extrême droite qui reviennent au pouvoir. Enfin, tu vois, un scénario dans lequel il y a un débat qui revient parce que le gaz russe, finalement, les gens sont convaincus que c'est moins cher. En tout cas, le gouvernement, certains gouvernements en France ou en Allemagne peuvent le penser, des lobbies industriels. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Parce que même avec le possible reset entre la Russie et les États-Unis, il y a eu beaucoup de discussions sur un retour du gaz russe et des voix en Europe qui tout de suite ont dit ah bah finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée, on y est pensé depuis quelques temps, on avait plutôt fait des hedges en se disant que ça allait peut-être revenir. Donc est-ce que tu penses vraiment que on en a fini une fois pour toutes pour le gaz, avec le gaz russe potentiellement, ou bien il y aura toujours ce débat qui reviendra? Alors, je pense que si en fait on a un débat à la fin 2027 sur est-ce qu'on garde ou on garde pas en fait ce gaz par gazoduc russe, ça viendra essentiellement des pays comme la Slovaquie et la Hongrie. On se retrouve en fait dans le même débat. Est-ce que la voie actuelle, dont on attend en fait la finalité, puisque la Commission européenne n'a pas publié son document, va permettre de se débarrasser de ce gaz? Pour moi, c'est la seule question. Le GNL, il va pas disparaître, il ira ailleurs. Donc, ça ne va pas créer d'appel d'air supplémentaire. Donc, c'est vraiment ça la question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en fait on a eu un certain nombre de gens, notamment au niveau des gouvernements, mais aussi des industriels, qui ont dit «Ah, ça serait fantastique que le gaz russe revienne?» Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un mythe, c'est le fait que le gaz russe, il est pas cher. En fait, ce mythe, il a disparu il y a très très longtemps. À partir du moment où en fait on a eu la renégociation de tous les contrats après la crise économique de 2008-2009, la plupart des contrats en fait de gaz par gazoduc russe ont été réindexés à des prix spot. Donc, de toute façon, livré sur le marché, il était à des indexations liées à des prix spot. Il n'était pas cher. Il est pas cher à produire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pas cher une fois qu'il arrive sur le marché. C'est comme si tu disais, en fait, les Saoudiens, ils produisent à 5 dollars par baril et il arrive à 5 dollars par baril en Europe. Bah non, bien sûr que non. Les gens, ils se font de l'argent au passage. Donc ça, c'est un mythe qu'il faut absolument tuer sur le champ. La deuxième chose, en fait, c'est que on a eu des prix très élevés au début de l'année, fin de l'année dernière, début de l'année de cette année. Les prix ont été même 2 à 3 fois plus élevés, enfin 2 fois plus élevés qu'il était en début 2024. Et ça a été panique à bord pour les industriels qui se sont dit, mais on va vraiment mourir cette année si les prix continuent à être à 40 ou 50 euros par mégawattheure. Donc, il nous faut plus de gaz. Et quelle est la seule source, en fait, de gaz disponible immédiatement sur le marché? C'est le gaz par gazoduc russe. D'où cet espoir que ce gaz pourrait, en fait, arriver immédiatement, peut-être via un accord et de paix avec l'Ukraine. Effectivement, ça serait possible. Alors, quelles seraient les options possibles? Bah, il y en a essentiellement une, c'est-à-dire qu'on redémarrait en fait le transit via l'Ukraine, ce qui rendrait messieurs Orban et messieurs Fico, les premiers ministres hongrois et slovaques, heureux parce qu'ils auraient de nouveau accès à leur gaz, Poutine heureux parce que de toute façon il continue à avoir un pied dans l'Europe, l'Ukraine ça leur permet de gagner un petit peu d'argent et bon pour les États-Unis les volumes ne sont pas trop élevé, donc ça ne tue pas non plus tous les projets d'exportation de gaz naturel liquéfié. Bon, tu connais la situation qui est autour de l'Ukraine. Pour le moment, C'est un la peu, perspective de ouais, paix, ça se éloigné. retarde un petit peu. Mhm. Quant à Nord Stream, écoute, là franchement pour moi c'est quand même un mythe énorme. Alors, je peux comprendre que pour des gens, ça soit effectivement un symbole, mais c'est justement le fait que ce soit un symbole qui rend si difficile ce retour de Nord Stream 2, parce que Nord Stream 2, c'est un gazoduc qui n'a même pas été certifié. Donc, faudrait obtenir du gouvernement allemand et du régulateur allemand la certification de ce gazoduc, et ensuite,
Alors, effectivement, alors les contrats Et je n'ont pas pense été que totalement annulés. ce serait un casse-tête politique terrible Ce pour serait un l'Allemagne. casse-tête Parce politique. qu'on leur a dit Bon. plus de Nord Stream, maintenant ok, Nord Stream ça va, on peut l'accepter. Mais politiquement, même par rapport à la population, enfin, ça a été une telle saga pour le pays, ce pipeline. Ça a été Mais une telle saga et c'est Poutine qui a coupé le gaz. oui, Ça a oui. été quand même pour les Allemands qui pensaient, je pense, en avril, il y avait personne qui pensait en avril 2022 que ce gazoduc Nord Stream 1 qui fonctionnait, mais alors avec la régularité d'une horloge suisse, c'était toujours constant sauf en juillet où on faisait la maintenance. Et tout à coup, il a été coupé, mais c'était un coup de poignard dans le dos. Alors, Géopolitique, ils avaient ouais. confiance. Et oui, exactement. Et donc, il y a un autre mythe qui est mort, c'est le mythe de l'interdépendance Tout et à du fait. fait que si la Russie fait partie de l'architecture sécurité de l'Europe, tout le monde est gagnant. La Russie voudra ses revenus du gaz, l'Allemagne a de l'énergie à bon prix, tout le monde est content, personne ne va faire la guerre. Ben, manque de peau, ça n'a C'est pas fini. marché. Ça a été enterré. Ça a été enterré le 24 février 2022 et ça a été enterré quand Poutine a vraiment commencé à couper le gaz un par un et a tenté en fait de diviser pour mieux régner en utilisant ses décrets présidentiels de paiement en rouble. Donc tout ça, c'est vraiment mort et je pense que la confiance, en fait, elle n'est plus vraiment là parce que même si le gaz par gazoduc revenait, rien ne l'empêche d'être arrêté n'importe quand. Donc comment tu Alors, veux avoir confiance? oui, mais mon autre problème, Anne-Sophie, c'est que, disons qu'on règle le problème du gaz. On règle pas le problème du pétrole, forcément, ou des fertilizers, ou d'autres commodités, ammonia, bleu, ou autres couleurs qui peuvent venir de Russie dans le futur. Donc, on sait qu'il y a des molécules russes qui vont venir sur le marché européen d'une façon ou d'une autre, potentiellement. Potentiellement. Alors effectivement, pour le pétrole, tu as tout à fait raison. Pour tout ce qui est engrais aussi, d'ailleurs, et ça a été d'ailleurs dénoncé par les organisations telles que Fertilizer Europe en disant, mais attendez, vous vous rendez compte que d'accord, on n'a plus de gaz russe, mais il y a tous les engrais qui arrivent en fait par des chemins détournés et qui sont en train en fait de détruire notre production domestique à nous, parce qu'ils se mettent au niveau prix systématiquement juste en dessous de nos coûts de production et donc on est mort. Donc en fait, c'est vraiment une compétition qui n'aurait pas dû exister, qui n'aurait pas dû être permis. Mais en fait, je pense que au niveau européen, il y a un certain nombre de pays qui restent en fait assez aveugles sur l'ensemble des implications de ce que la Russie peut faire au niveau énergétique et au niveau économique. Et puis, bon, on est en guerre économique contre la Russie. Enfin, je pense que c'est totalement évident depuis des années. Ouais. Alors parlons d'une autre guerre économique, qui est la guerre commerciale avec les tarifs et les États-Unis. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Il y aura peut-être un accord. Il y a eu de plus en plus de pression là les derniers jours. Et quel est le rôle du GNL dans cet accord? Est-ce que tu crois que ça va être par rapport au méthane? Est-ce que tu crois que ça va être par rapport à des nouveaux contrats? On a l'histoire de la première administration Trump, du premier deal qui avait été fait. Il y a eu la guerre en Ukraine entre-temps. Les États-Unis sont venus à la rescousse de l'Europe. Et en même temps, on sait que, par exemple, il y a un projet de GNL allemand, enfin le FSRU, ils viennent de s'en séparer, c'est cher. Donc, qu'est-ce que tu penses que les Européens peuvent faire pour montrer, faire un geste par rapport à l'administration américaine qui aime vendre du GNL et qu'est-ce qui est faisable commercialement aussi, enfin qui fait sens économiquement pour l'Europe. Déjà, bon, c'est un peu difficile de négocier avec quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, hein, avec tout le respect que je dois au président. C'est une véritable girouette et je pense que beaucoup de gens ont vraiment du mal à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un qui passe de 50% à non, au 1er juin, non, finalement, c'est reporté à juillet. Ça, c'est très, très difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut au final? Parce que, de facto, en 2025, l'Europe, l'Union européenne, importe plus de GNL américain. C'est un fait. Parce que tout simplement, nos stockages sont plus vite que l'année dernière. On doit remplacer 15 milliards de mètres cubes de gaz russe qui arrivait via l'Ukraine. Donc, de toute façon, on importe davantage de GNL américain. Point final. Donc, est-ce que ça, c'est déjà suffisant? Je sais pas. Est-ce qu'il veut davantage de contrats signés? Bah, il y en a déjà des contrats qui ont été signés. Uniper a signé avec Woodside, par exemple. Il y a eu un Head of Agreement entre Cefeu et Delphine. Enfin, il y a des contrats qui sont signés. Est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que tu crois que l'Europe serait prête à prendre de l'equity dans des projets pour montrer du foreign direct investment aux États-Unis? Et parce qu'en fait, le financement de ces projets, la troisième vague, si elle vient, c'est problématique parce que soit tu rely on state company d'Arabie Saoudite ou autre, euh, Alors, ou de banques multiples et c'est compliqué, c'est cher, le prix de ces projets a augmenté. Enfin, Woodside, je crois que c'est presque 20 milliards de dollars parce que le prix de construction, l'inflation, et ils sont compliqués à financer ces projets. ils Donc, sont est-ce que compliqués, tu... ils sont d'autant plus compliqués qu'en fait, l'administration américaine se tire une balle dans le pied, puisque les tarifs en fait sur l'acier, l'aluminium, etc., qui vont renchérir le coût sur les projets, c'est pas la faute des Européens, c'est la faute de l'administration américaine. Donc déjà, de toute façon, on a un impact sur lequel nous on peut rien faire. Mais aussi, enfin, il va falloir arrêter un mythe. Euh, la demande européenne, bon, elle va continuer à être bon, assez élevée sur les prochaines années, mais éventuellement, elle va diminuer. Nous ne sommes pas un marché en croissance. C'est un marché qui veut se décarboner, dans lequel la demande de gaz va finir par diminuer dans tous les secteurs. Et à terme, ça veut dire aussi que les importations de gaz naturel liquéfié vont aussi diminuer. Je ne sais pas pourquoi les Américains, systématiquement, quels qu'ils soient, que je parle avec des analyses, des consultants, des compagnies sont tous absolument obnubilés par le fait que l'Europe doit se couvrir totalement en termes de demande de gaz et de demande de GNL. Mais dites-moi déjà quelle est ma demande de GNL, je ne sais même pas moi-même. Et puis, accessoirement, l'administration américaine veut détruire en fait le tissu industriel européen. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si nos industries partent ailleurs? Eh ben, on aura naturellement une demande de gaz qui sera bien moins importante. Donc, ça sert strictement à rien. Et puis, eh, contracter du GNL américain, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'effectivement, il y a des compagnies qui auront un contrat, mais le contrat peut leur permettre d'envoyer ce GNL un peu n'importe où. Donc, en fait, ça ne fait strictement rien qu'une compagnie européenne ait contracté du GNL américain parce qu'elle peut très bien l'envoyer n'importe où. De la même façon que les Chinois qui avaient contracté du GNL américain l'envoient actuellement en Europe. Donc, cette espèce de lubie et d'histoire et en fait, on dit, ah mais il faut que vous apportiez davantage de GNL américain pour pouvoir combler votre déficit. Moi, je veux bien, mais pour le moment, les revenus qui viennent du GNL américain, c'est 5% du déficit entre l'Union européenne et les États-Unis. 5%. Donc, on Mhm. fait quoi? On multiplie par 20? Non, ça, c'est pas possible, hein, parce que ça voudrait dire que, grosso modo, il faudrait que l'Europe consomme 1000 milliards de mètres cubes de GNL, ce qui bon, est à peu près 10 fois, un peu plus de enfin, un peu moins de 10 fois la production de GNL américaine actuelle, mais c'est surtout 3 fois plus que ce qu'on consomme actuellement. Donc, Peut-être remettons les choses dans leur cadre. Ce peut-être n'est qu'une ouais, pas possible. peut-être qu'une solution serait que les opérateurs de regasification en Europe prennent de l'equity aux États-Unis et donc ça garantit un marché en Europe parce que c'est eux qui ont les slots de terminaux de regasification en Europe. Alors, les opérateurs de regasification, normalement, ne sont pas censés faire du commerce, puisqu'on a tout ce qui s'appelle unbundling, c'est-à-dire qu'en fait, tu sépares les activités commerciales des activités de réseau. Donc ça va pas être possible. Il faut que ce soit des compagnies commerciales. Mais qu'est-ce qu'une compagnie commerciale? Bah, ce sont en fait soit des utilisateurs finaux, soit éventuellement des compagnies, mais ça peut être aussi des compagnies comme Total. Mais est-ce que Total finalement est une compagnie européenne ou est-ce qu'on la considère comme une compagnie globale parce qu'elle va pouvoir envoyer ce GNL américain un petit peu partout. Ah, tu vois, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition très claire, que l'administration américaine n'a pas dit clairement ce qu'elle voulait et que fondamentalement, son principal interlocuteur, c'est la Commission européenne. La Commission européenne n'a pas le moyen de contracter du gaz pour l'ensemble des pays. Ça, c'est un mythe, hein. On va pas répliquer ce qu'on a fait pour les vaccins. C'est totalement ingérable. Et puis, comment, en fait, bon, la Il y Commission avait pas, européenne, la Commission européenne avait commencé un joint purchase initiative. oh mon Dieu, non, pitié, pas ça. Ah non, stop. Agrégati-ou, je n'ai encore rencontré personne qui dise que ça fonctionne. C'était un mythe qui disait si on accumule notre demande ensemble de différents pays, etc., de différents partenaires, de différents acheteurs, on va réussir à avoir des meilleures conditions. Il y a personne qui y croit. En fait, moi, j'appelle ça Tinder for Gas.
C'est la plateforme Tinder for Gas. Tu fais en sorte que les acheteurs et les fournisseurs se rencontrent et puis en dehors de la plateforme, ils vont signer un contrat. Alors, d'après ce que je sais, il y aurait à peu près pour l'équivalent d'1 milliard de mètres cubes de contrats qui auraient été signés. J'ai toujours pas réussi à savoir qui avait signé exactement parce qu'il y a absolument aucune information. En fait, nos hommes politiques, Šefčovič en tête, c'est un des commissaires européens, ont décidé que c'était un succès absolument flamboyant. Ils se promènent partout avec ce succès absolument flamboyant. Et en fait, il n'y a aucune preuve de ce succès. Tous les fournisseurs et les acheteurs que j'ai rencontrés m'ont dit, ça sert à rien. Donc, on va pas utiliser ça. Je sais qu'effectivement, c'est ce que la Commission européenne dit. Oui, on va utiliser Agregatio. D'accord, ouais, super, mais ça fonctionne pas. Donc en fait, pour que le GNL américain continue d'aller en Europe, il faut que les prix soient relativement attractifs pour pas qu'ils aillent en Asie, c'est cadeau. Et Exactement. il faut que la demande en Europe reste stable, et en tout cas ne décélère pas. Message reçu. Mais ça, je suis. Mais alors, d'ailleurs, tu disais quelque chose tout au début de l'introduction. Pourquoi est-ce qu'en fait on dit que le GNL américain a sauvé l'Europe en 2022? Bah, tout simplement parce que Économiquement. il y a plein de gens qui ont redirigé leur GNL vers l'Europe. Et c'était pas parce qu'ils voulaient sauver les Européens, c'est parce qu'ils voulaient se faire de l'argent. Ils se sont fait plein d'argent parce que Il se le trouve qu'il y différentiel avait entre le prix il se trouve qu'il y avait une capacité disponible, et que le accessible. GNL américain est flexible. Voilà, Et exactement. donc, Et il y a du fait, vu une opportunité commerciale. on ne peut pas dire la même chose du Qatar. Parce que ils avaient soi-disant pas assez de volume flexible pour les amener à l'Europe. Et ils étaient en train de négocier leur contrat avec les grandes boîtes, Shell et Total, pour leur expansion. Et ils sont pas vraiment venus à l'aide avec des cargos flexibles non plus. Non, ils sont pas particulièrement venus effectivement au secours de l'Europe, mais bon, accessoirement, de toute façon, il y avait déjà les États-Unis qui étaient présents. Donc bon, au final, voilà, c'est à eux de voir. Ils se seraient fait plein d'argent sinon. Justement, sur cette question de fiabilité, est-ce que tu crois que l'Europe, qui exprime une certaine anxiété actuellement par rapport aux États-Unis et à la fiabilité des exportations américaines, est-ce que tu crois que c'est légitime, c'est une inquiétude légitime, ou ça fait partie d'une négociation, enfin d'une posture de négociation? Alors, je pense qu'il y a deux choses en fait. Il y a le fait que, comme je le dis, qui que ce soit qui contracte du gaz peut l'envoyer n'importe où. Donc en fait, parce que c'est un des atouts en fait du GNL américain. Il peut être absolument envoyé n'importe où. Donc ça veut dire qu'il faut toujours que l'Europe en fait soit prête à payer un prix suffisamment élevé pour pouvoir attirer ce GNL. Mais je pense qu'il y a un autre problème qui est beaucoup plus prominent dans les discussions, c'est les histoires d'émissions de méthane. Et ça, c'est un gros problème parce que l'Union européenne a mis en place des régulations de méthane, donc une régulation qui a été passée en août 2024 et qui dit que on va commencer à acquérir de plus en plus de données sur les émissions de méthane par rapport à toutes les importations d'énergie fossile. Ce n'est pas seulement le GNL, c'est le gaz en général, c'est le pétrole, c'est le charbon, avec comme objectif d'essayer de faire pression sur les différents fournisseurs pour que progressivement ils diminuent en fait leurs émissions de méthane. Ce qui a du sens, hein, puisque en fait, si on veut vraiment agir rapidement sur tout ce qui est climat, agir sur le méthane, c'est une bonne idée. Alors, ça pose problème à un certain nombre de fournisseurs et en particulier aux États-Unis parce que bah, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas un projet de gaz naturel, des projets de gaz naturel liquéfié classiques. C'est-à-dire, il n'y a pas un champ, un gazoduc, le terminal et on envoie. Là, il faut essayer de C'est pas comprendre intégré. exactement d'où ça vient. C'est pas intégré. À C'est pas part intégré. peut-être un ou deux projets, mais non, c'est pas intégré. Et donc enfin, tout dépend le business model, mais la plupart des off-takers des projets américains achètent leur gaz sur le spot aux États-Unis. Et donc, ça vient exactement, ça peut venir du Permian, comme ça peut venir du Haynesville et d'autres Voilà. géographies américaines, ouais. Ou même du Canada. Je pense qu'il y a des moyens, en fait, bon, de régler les problèmes en essayant de comprendre, en faisant des emission factors par bassin de production. Je pense que à la fois du côté européen, du côté américain, il y aurait moyen de se réconcilier. Le problème, c'est que le côté américain a eu
Deregulation Day en mars, que toutes les régulations soient un petit peu passées par la trappe. Et en fait, on a une dichotomie entre un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire les grandes majors, les grands producteurs qui comprennent très bien que s'ils veulent en fait avoir un accès au marché européen, il va falloir de toute façon continuer à réduire les émissions de méthane. Et de toute façon, ça fait partie en général de leur politique. Et l'administration et les petits producteurs qui s'en moquent totalement. Et ça, c'est un problème. Est-ce que l'administration américaine a raison de voir ces régulations de méthane en Europe comme une non-tariff barrier que l'Europe utilise pour justement peut-être réguler ses importations de GNL et trouver un espèce de sous le manteau de la régulation, trouver une façon de to fight back. Enfin, c'est un moyen de, c'est un Non, outil dans les parce que négociations. si tu te souviens en fait de la genèse de toutes ces régulations, on a eu les premières régulations en 2020, ça faisait partie des objectifs de l'Union européenne de s'attaquer au problème du méthane. En fait, on a eu ensuite le Global Methane Pledge qui a été en fait été fait en commun entre l'Union européenne et les États-Unis, après joint par un certain nombre d'autres pays. Donc, il y avait en fait un accord des deux parties rejoints par d'autres pays qu'il fallait s'attaquer en fait aux émissions de méthane. Donc, la Commission européenne a juste continué sur la lancée et ce sont les États-Unis qui ont bifurqué au passage. Donc, c'est totalement différent. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de l'Europe, c'est plutôt les États-Unis qui relancent un petit peu cet argument. Et encore une fois, je pense que du côté américain, il y a un certain nombre de partis, notamment du côté des producteurs et de ceux qui voient en fait les choses à long terme, qui se disent c'est dans notre intérêt de réduire nos émissions de méthane. Aussi parce que de toute façon, s'ils le font pas, on peut être sûr qu'il va y avoir toutes les ONG qui vont aller les regarder ce qu'ils font, soit avec des caméras sur le sol, soit en utilisant les satellites, et leur dire, attendez, vous regardez là toutes vos émissions? Donc ça, c'est très facile en fait de se faire pointer du doigt. Donc je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis, et là, pour le coup, l'administration américaine fait un mauvais calcul à long terme. Ok, à suivre. Pour revenir à la question de fiabilité, je pense qu'il y a des voix en Europe qui disent aussi que à cause de la politisation du GNL américain, que la politique America First, il y a peut-être un risque que le gaz américain restera pour le marché domestique et qu'il y en aura moins pour l'exportation. Une autre angoisse, c'est que C'est intéressant. les prix les prix Henry Hub peuvent augmenter et dans ce cas-là, il y aura un lobby par rapport aux industries chimiques, industrielles aux États-Unis qui voudront aussi garder le gaz pour eux, et puis la demande des centres d'intelligence artificielle, etc. Donc, peut-être plus de demandes domestiques et un agenda politique qui favorisera plus le marché aux États-Unis. Moi, je suis pas vraiment d'accord pour cette inquiétude. Parce que je pense Pour que le coup, je le suis. Je dois dire que on pourrait peut-être même avoir un test en fait cet hiver. Si les prix, pour une raison ou pour une autre, enfin la raison principale, ça serait qu'en fait la production ne monterait pas assez rapidement et qu'on aurait un hiver précoce. Parce que tu sais ce que c'est un hiver aux États-Unis, ça peut faire monter la demande résidentielle très rapidement. Et il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec une situation comme en 2022 où les prix avaient atteint pratiquement 10 dollars par MMBtu. Et là, je ne serais pas surprise de voir un certain nombre d'acteurs dire au président Trump, mais vous vous rendez compte, on envoie tout notre gaz ailleurs. Alors après, la question c'est qui va payer les pots cassés? Est-ce que ce vont être les exportateurs de GNL ou est-ce que ça va être le plus grand importateur de gaz des États-Unis, qui est le Mexique, qui est très 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 dépendant du gaz américain. Je ne sais pas comment ils ont fait pour être. Enfin, leur économie est très dépendante du gaz et ils sont pratiquement entièrement dépendant du gaz américain. Alors, d'un point de vue économique, ça a du sens, hein, naturellement, le gaz américain, il est pas cher. Quand même, ils sont arrivés à un niveau de dépendance, moi, je serais très inquiète hein, si j'étais mais politicienne. ce dont il faut se souvenir aussi, c'est que les États-Unis ont beaucoup de gaz. À l'époque, Ils on ont beaucoup de disait gaz, oui. 100 ans de gaz. Donc, c'est pas une question de ressources, c'est une question d'accès. Est-ce qu'on peut accéder à ce gaz? Est-ce qu'on va avoir les pipelines et les capacités suffisantes de pipeline dans une période de temps raisonnable? Parce que la demande américaine, elle augmente pour le gaz.
actuellement, Mhm. même demande d'électricité basée sur le gaz. Donc ça, c'est en augmentation, mais c'est pas une question de manque de ressources naturelles. Le gaz est Oui, là. mais il faut les amener au bon endroit. Et pour le moment, il y a assez de gaz pour le marché domestique et pour les exportations au Mexique et sur le. Et après, enfin de mon Il y a côté, un mais, oui, il y a un je mais. comprends. C'est un débat intéressant et c'est un débat intéressant qui a eu d'ailleurs tout au long des dernières dizaines d'années. Hein, Dow Chemicals et compagnie, ils ont toujours levé un petit peu leur voix à chaque fois que Henry Hub augmente. Mais d'une certaine façon, quand on regarde dans les faits actuels, en dépit de la rhétorique, l'administration Trump continue de donner des licences d'exportation de GNL. Ils accélèrent même les permis. Donc il y a une volonté d'exporter plus, il y a une volonté de construire plus de projets. Et d'ailleurs, quand on regarde le volume d'argent qui a été mis dans cette industrie, ce serait, ce ferait pas de sens de mettre à la poubelle. C'est quoi? C'est plus de 700 milliards de dollars. Enfin, on a atteint des sommes énormes dans la Alors, construction de ces projets. oui, oui, mais Qu'est-ce que ça représente? ce serait pas la première fois qu'il y a des gens qui se focalisent sur quelque chose et qui s'aperçoivent une décennie plus tard qu'ils sont allés totalement dans le mur. Ça serait pas la première fois. Effectivement, ça serait une erreur économique absolument magistrale. Non, par contre, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que à la fois, donc, le président Trump est en train d'argumenter pour diminuer le prix du pétrole, mais ça ne favorise pas non plus la production de pétrole domestique. Et on a à peu près un tiers du gaz aux États-Unis qui est du gaz associé. Donc, sa rentabilité et donc le prix va dépendre effectivement du prix du pétrole. Donc, on pourrait avoir quelques surprises au niveau de la rapidité du développement du gaz à ce niveau-là, avec des gens qui disent, ah bah attendez, mais le prix est à 50, non, mais moi, je suis pas très intéressé. Donc, ça peut aussi entrer en compte. Ouais. Donc il y a le niveau des prix aux États-Unis qui fait que ça peut déclencher la production dry gas. C'est-à-dire Exactement, ça devient plus du gaz non encourageant. associé. Voilà, gaz non associé. Mais de toute façon, je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage, c'est-à-dire et un rééquilibrage au niveau de la demande domestique. C'est-à-dire que si les prix augmentent trop, bah, éventuellement, il y aura des industries qui feront ce qu'ils ont fait en Europe, hein, c'est-à-dire on réduit un petit peu la voilure. Et puis, comme de toute façon, apparemment, le charbon est magnifique et beautiful, et je sais plus quel était l'adjectif, et ben tout simplement, si on ne retire pas de capacité du charbon, on va se retrouver avec un rééquilibrage à ce niveau-là, alors qui va néanmoins être contraint par la capacité de charbon domestique sur les marchés et où elle est localisée, mais ça permettra éventuellement de faire diminuer peut-être un petit peu la demande de gaz au secteur de génération d'électricité. C'est Donc un passionnant, rééquilibrage domestique. ouais, c'est passionnant. On pourrait en parler des heures. J'ai plein d'autres sujets, mais je voulais parler de ta trajectoire personnelle aussi et professionnelle. Euh, alors, tu as beaucoup voyagé pendant ta carrière. Tu as même habité à l'étranger, en Angleterre, en Arabie Saoudite. Donc, tu es une femme, tu es une épouse, tu es une chercheuse, une mère. Est-ce que parfois tu as fait des choix dans ta carrière où tu t'es dit, ah, à ce moment-là, j'ai besoin de mettre en priorité ma famille ou à ce moment-là, j'ai besoin de mettre en priorité ma carrière? Et quel genre de conseils tu peux donner aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui nous écoutent et qui doivent peut-être faire ce genre de choix? C'est pas du tout évident en fait de faire une carrière jointe, surtout quand on pense à l'international. Et effectivement, en 2014, j'ai eu cette opportunité d'aller en Arabie Saoudite et je me suis dit super idée. Mon mari était d'accord pour éventuellement m'accompagner, donc moi j'y suis allée d'abord en disant ça va être cool, il va trouver un job, sauf qu'il a jamais trouvé de job au final. Et donc bon, les gens de Capsar où j'étais donc employée, c'est un centre de recherche saoudien, étaient assez sympas avec moi. Ils m'ont donné pas mal de flexibilité pour revenir en Europe et puis passer au passage par Paris, etc. Mais bon, bah, néanmoins, on avait un certain nombre de kilomètres entre nous. Donc, ma fille et mon mari étaient à Paris et puis moi à Riyad. Et c'est vrai que c'était pas toujours très évident. Et à l'époque, l'Arabie Saoudite, on n'y rentrait pas très facilement, ce qui n'arrangeait rien parce qu'il y avait, enfin, maintenant les visas sont en ligne, c'est assez facile d'y rentrer. Mais à l'époque, il fallait faire tout un processus de demande de visa, ça prenait des semaines, donc c'était vraiment assez compliqué. Mais bon, donc du
coup, bah, on s'est accommodé. Ma fille a toujours de très très bons souvenirs d'ailleurs de Ria, toute ma famille en a. Mais à un moment, bah, j'ai décidé qu'il fallait me rapprocher, donc j'ai trouvé un poste au Royaume-Uni, ce qui me permettait d'être relativement proche, ce qui me permettait donc de passer en fait 4 jours à Londres et 3 jours à Paris. Ça a fonctionné très très bien jusqu'au moment du Covid. Quand le Covid est arrivé, moi, je me suis retrouvée en France et au bout d'un mois, bah, j'étais toujours en France parce que bah, pratiquement tout était bloqué. Et là, les ressources humaines de BP m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais en France? Alors, texto, qu'est-ce que tu fais en France? On ne paye pas à travailler en France. Ta position, elle est au Royaume-Uni, à Londres, donc tu reviens. Donc, je me suis retrouvée un beau jour d'avril 2020 à reprendre l'Eurostar. On était pratiquement 15 personnes dans l'Eurostar et donc à revenir travailler au Royaume-Uni de mon appartement. J'étais toute seule, je ne voyais personne. Et la situation pendant 2020 a naturellement empiré. Ça a culminé avec l'hiver. Bon, je suppose que tous les gens au Royaume-Uni savent exactement ce qui s'est passé. L'hiver 2020-2021, ça a été catastrophique au Royaume-Uni. Et donc, je me suis retrouvée en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, je dis, bon, allez, hop, je commence à chercher du travail ailleurs. J'ai contacté quelques amis et un de mes amis m'a dit, mais pourquoi tu contactes pas Jason Bordoff de CJEP? De toute façon, ça fait des années qu'il veut t'embaucher. Et 1 heure après, je recevais un email de Jason. Je l'avais pas contacté, hein, c'était l'autre personne qui l'avait contacté pour moi, qui dit, il faut qu'on parle. Et puis bon, donc la négociation, c'était ma position doit être à Paris parce que je veux être avec ma famille. Je fais plus de compromis là-dessus. Et là, pour le moment, c'est encore le cas. Ma fille a 12 ans, je peux encore rester auprès d'elle. Et voilà, donc là, pour le coup, j'ai nettement mis ma priorité sur ma vie familiale parce que le Covid, au bout d'un moment, c'était absolument impossible d'être séparés. Je suis restée au Royaume-Uni. Il était impossible pour moi d'en sortir parce que ma fille était en France. C'était interdit. J'ai demandé à toutes les autorités possibles et imaginables, le consulat de France, BP, les autorités britanniques m'ont dit non, vous n'avez pas le droit de sortir. Ça ne fait rien que vous ayez un enfant dans notre pays. C'était complètement hallucinant. Donc là, bon, voilà, ce sont des choix qu'il faut faire et c'est vrai que le Covid a vraiment complètement rebattu les cartes à ce Ouais. niveau-là. Donc c'est un Donc là, mélange pour le moment, c'est un mélange d'expérience, de maturité et d'apprendre à dire non aussi après pour ta prochaine position, de savoir ce qui te convient. exactement, mais c'est aussi en fait, enfin, un très mauvais calcul de la part de certaines compagnies, hein. Bon, j'avais eu d'autres discussions avec d'autres compagnies qui ne comprenaient pas que, bah oui, bah moi je viens, mais enfin, il y a la famille derrière, voilà, je vais pas les abandonner, mon mari va pas rester à la maison. J'ai eu des discussions avant d'aller en Arabie Saoudite avec de grandes compagnies internationales, et bon, ça s'est arrêté sur le fait que, bah non, enfin, moi je bouge, mais enfin, il y a tout le monde, quoi. Donc il faut prendre en compte en fait la famille. Bon, soit dit en passant, on peut vivre en étant dans 2 pays pendant un certain temps. Après, voilà, il faut envisager la possibilité de pouvoir être tous ensemble. Mais c'est faisable, ça se fait hors Covid. Voilà. Je pense que si les ressources humaines de BP, ou du moins la détestable personne à laquelle j'ai eu affaire, avait été un tout petit peu plus flexible, ça se serait beaucoup mieux passé. D'ailleurs, un certain nombre de collègues, quand je suis partie et qu'ils ont compris pourquoi je partais, m'ont dit, mais Anne-Sophie, enfin, faut pas demander aux ressources humaines, il faut leur dire quoi faire. Si tu es venu vers moi, je t'aurais dit, on aurait parlé aux ressources humaines et tu serais allé à Paris. D'ailleurs, j'étais en fait membre du COMEX de BP France, donc a priori, bon, ça aurait pas été si compliqué que ça, mais voilà, mauvaise Non. personne. Bah, en tout cas, je crois qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, ça devait peut-être être à Flame ou à une autre C'était ta conférence. flemme, ouais. C'était à Flame. Ah, tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? Je me souviens de la première fois, ouais, ouais. Bah, en tout cas, je voulais te remercier parce que je pense que tu as un rôle modèle. Tu as été un peu plus, je crois, tu as quelques années d'avance sur moi sur le circuit des conférences et speaking. Et je trouve ça, enfin, surtout à l'époque, donc tu as 20 ans, plus de 20 ans d'expérience. Moi, ça va approcher les 18 ans, je crois. Donc, il y avait à l'époque pas beaucoup de femmes qui étaient dans des panels et qui prenaient la parole et qui sont straightforward et qui n'ont pas Exactement. peur de mâcher des mots. Donc, je pense que c'est bravo pour ton influence et pour être un modèle pour nous toutes. Mais je crois qu'en fait, quand on est une femme et surtout quand on est dans ma position où on peut exprimer vraiment son opinion, c'est vraiment en fait utile parce que beaucoup de gens viennent vers moi après les panels en général en disant merci beaucoup d'avoir parlé. Alors
beaucoup sont aussi restreints en fait par les directives corporate. Voilà, il faut donner le message corporate et pas s'en éloigner. C'est pas toujours évident. Mais je pense que des gens comme nous ont la possibilité de pouvoir s'exprimer et de donner leur opinion. Naturellement, une opinion qui doit être basée sur des faits. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi non. Bien sûr, des données. Et je me souviens d'une conférence à Flame, on était toutes les deux enceintes d'ailleurs. Euh, Oui. donc c'est il y a à peu près 11 ans maintenant. Euh, 2013. 2013, ouais. D'ailleurs, je devais être crevée parce que je me souviens que moi j'avais le décalage horaire, donc je sais plus quand est-ce que j'étais arrivée, mais mon fils est né en août, donc Flemme c'est en général en mai, donc je devais être 7-8 mois de grossesse. Et entre le décalage horaire et la fatigue, la grossesse, je crois que j'ai mangé beaucoup de cookies pour me réveiller et pour monter mon niveau de sucre. Et je me C'est souviens clair. de Karen Sand, qui est décédée depuis, mais qui était venue me voir, ça va, tout va bien. Mais j'avais été contente de te retrouver à ce moment-là parce qu'on était à peu près dans la même Ah, c'est position. clair. J'ai débarqué, c'était l'horreur parce qu'en fait, ce jour-là, il y avait un temps épouvantable. J'ai pris le premier, ça s'appelait Thalys à l'époque, qui devait partir à 6 heures et quelques. J'avais pas pris mon petit déjeuner. Ils nous ont annoncé il y aura pas de nourriture. Moi, j'étais mort de faim j'étais à 7 mois de grossesse. Bon, finalement, il y a eu de la nourriture, heureusement. Et donc, je suis arrivée à Amsterdam où il y avait Catherine qui m'a vu monter avec mon bébé parce que là, pour le coup, ça devait être fin mars parce que moi, j'ai accouché le 10 mai. J'étais à 7 mois et demi. C'était mon dernier voyage absolument. Bah, d'ailleurs, voyage par train. Et elle m'a regardée en disant, «Mais attends, mais t'es enceinte?» J'étais arrivée, je crois que j'avais, le trajet, normalement, c'était 3 heures et demie. J'avais fait plus de 6 heures dans le train. J'étais le seul train qui était parti ce jour-là. Ouais, c'était une sacrée expérience. Mais dans les expériences assez amusantes de femmes qui retournent travailler, tout en allaitant. Alors, j'ai fait des expéditions absolument mémorables. En fait, donc, je tirais mon lait. Je m'arrangeais pour en fait garder mon lait frais avec des glaçons, etc., que je demandais dans les hôtels. Je faisais passer mon lait à travers les systèmes de sécurité des aéroports. Je me rappelle toujours en Italie, il y avait les petits pots de lait qui passaient. Le mec qui regarde, qui se dit c'est quoi ça? Bon, c'était passé. Des aventures avec pareil le Thalys qui accepte de mettre mon lait en fait dans le frigo du train. Enfin, c'était fantastique. Mais bon, voilà, quand on veut vraiment se débrouiller, on peut. Mais c'était bon souvenir, ça. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dis à ta fille maintenant quand tu lui expliques ton travail de façon simple? Elle comprend, c'est clair? Ah oui, elle comprend parce que maman passe beaucoup à la télévision, donc elle est très contente de pouvoir dire à maman, moi je suis estampillée vue à la télé, quoi. Non, elle comprend, elle a 12 ans maintenant, donc elle est en sixième. D'ailleurs, ils ont de plus en plus en fait au programme de choses sur l'énergie. Alors elle a refusé de faire un topo sur le gaz, elle a fait un topo sur l'hydroélectricité, mais bon, j'ai un petit peu aidé au passage. Et donc oui, elle sait ce que je fais grosso modo. Elle sait que je travaille sur le gaz naturel et l'hydrogène. Après, expliquer vraiment ce que c'est, bon, voilà, on n'est pas encore là. Tu me diras le premier jour où elle lit tes recherches et tes rapports. Ce Oula, sera... c'est mal barré. Bon, bah, c'était un plaisir de te parler, Anne-Sophie. Merci, merci. Et on le refera bientôt. Merci à toi pour On fera l'invitation. plus À en très anglais. bientôt. À bientôt. This episode was recorded on May 28, 2025. This is Leslie Palti Guzman saying good day and good luck.